On l'a surnommée la route des morts, une cicatrice de 4 km qui fendait l'est burkinabé. Pendant des années, aucune colonne n'en sortait. Puis, à l'aube d'octobre 2025, plus de 100 camions chargés de carburant, de nourriture et de médicaments ont décidé de briser le sort, sous couverture blindée, obstiné et lent, comme un serpent d'acier ramassant la respiration d'un pays. Comment Ibrahim Traoré a-t-il transformé un corridor maudit en preuve tangible que l'État pouvait encore protéger, nourrir et relier sa population? Ce jour-là, des hommes ont traversé la peur et, en rouvrant l'artère Bogandmani, ont remis le cœur du Burkina Faso à battre. Cette route n'était pas seulement une piste stratégique, elle incarnait le pari risqué d'un État qui refusait la résignation. Ibrahim Traoré avait formulé une doctrine simple: sécuriser les routes pour ranimer la nation. En d'autres termes, si les camions circulaient, les villages revivraient, les écoles rouvriraient, la peur reculerait. Mais ce pari tenait sur un fil. Un corridor libéré pouvait sauver des dizaines de milliers de vies, ou replonger tous les du pays dans le chaos si la moindre erreur survenait. C'est là que résidait l'enjeu, presque existentiel. Prouver que le courage local pouvait remplacer la dépendance extérieure. Derrière chaque kilomètre reconquis, s'esquissait une équation de survie. Mobilité égale souveraineté. Le succès ou l'échec de cette opération allait déterminer si le Burkina Faso pouvait redevenir maître de son territoire. Alors, que s'est-il vraiment passé lorsque la colonne BAR-19 s'est engagée dans les sables brûlants de Serba? Et comment cette marche de feu est-elle devenue un symbole continental? Dès l'aube du 12 octobre 2025, la mini-révélation s'imposa. Plus de 100 camions de la BAR-19 s'ébranlaient envers l'est, sur une route qu'aucun convoi n'avait osé reprendre depuis 3 ans. Sous le commandement d'un capitaine surnommé Lynx, les moteurs rugissaient, traçant une ligne d'acier à travers les plaines poussiéreuses de Serba. L'objectif paraissait simple: rouvrir 90 km de silence, mais le contexte en faisait un pari de civilisation. Le corridor Bogandmani n'était pas seulement une route, c'était la veine vitale reliant les villages isolés à la capitale. Chaque mètre conquis ramenait la possibilité d'un repas chaud, d'une consultation médicale, d'une lettre livrée à temps. Pour Ibrahim Traoré, ce corridor constituait l'épreuve de vérité de sa doctrine: sécuriser pour faire respirer. Il refusait l'idée que la souveraineté dépende d'armées étrangères. Il voulait montrer qu'une nation pauvre pouvait redevenir forte par la coordination et la mobilité. C'est pourquoi il avait investi dans les unités d'intervention rapide, formation locale, autonomie tactique, discipline sans terreur. En retour, ces bataillons de jeunes soldats se considéraient comme les gardiens d'une renaissance. Au-delà du terrain, les enjeux étaient aussi psychologiques. Les habitants de l'Est vivaient reclus, prisonniers d'une peur diffuse, celle des embuscades, des mines, du silence d'État. Chaque rumeur d'attaque gelait les marchés et vidait les routes. La barre 19, DBR-19, devait briser ce cycle, non seulement par les armes, mais par la constance. Avancer, s'arrêter, déminer, repartir. Telle fut la cadence méthodique qui, peu à peu, transforma la terreur en confiance. Et quand le premier village aperçut le nuage de poussière des camions, les chants remplacèrent la stupeur. Les habitants comprirent que quelque chose avait changé. L'État n'était plus un fantôme. C'était la première respiration du Burkina Faso nouveau, celui qu'Ibrahim Traoré avait promis. Au milieu de ce désert d'attente, un homme incarnait la transition entre peur et espoir. Le capitaine Lynx. Ce soldat au visage calme, au regard fixe, avançait toujours en tête, refusant le confort des blindés. Il observait le sol, les ombres, les silences. Ses pas précédaient les moteurs. Ces hommes disaient qu'il écoutait la route. Et derrière lui, chaque décision devenait le prolongement de la volonté d'Ibrahim Traoré: affronter la mort sans haine, sécuriser sans domination.
Très vite, les premiers impacts apparurent. Dassi. À 10 kilomètres du départ, une pile de pierres, un piège classique, mine artisanale. Lynx fit signe. Les ingénieurs avancèrent. 10 minutes plus tard, un souffle contrôlé dégagea le passage. Première victoire, invisible mais décisive. La peur venait de perdre un pouce. Sur 20 kilomètres, la scène se répéta, 5 fois. Chaque bombe déterrée, chaque mètre sécurisé consolidait la promesse d'un pays qui refusait de mourir. Dans les camions, les soldats gardaient le silence. Certains priaient, d'autres comptaient les kilomètres à voix basse. Ils savaient que chaque minute gagnée valait une vie. Quand le convoi rencontra une famille bloquée depuis 3 jours, Lynx descendit seul, rompit le protocole et ordonna de remorquer le véhicule. « On ne laisse personne derrière », dit-il simplement. Dans ce geste, les civils virent autre chose qu'une armée, un retour de dignité. Cette humanité froide et précise, nourrie par la doctrine de Traoré, fit renaître un sentiment oublié, celui que l'État pouvait encore protéger sans écraser. Le soleil s'élevait à peine que déjà, la chaleur transformait le désert en fournaise. Les moteurs grondaient, les visages se fermaient, les pensées s'ancraient dans la mécanique du danger. À chaque kilomètre, les hommes de la BAR 19 rejouaient la même partition. Vigilance, silence, progression. Devant, les blindés scannaient le sol. Derrière, 100 camions formaient un serpent d'acier, lourd d'espoir et de fatigue. Ibrahim Traoré, à Ouagadougou, suivait les transmissions en temps réel. Il savait que cette mission n'était pas qu'un convoi. C'était un acte de foi politique. Chaque minute sans explosion renforçait l'idée qu'un État africain pouvait s'autoprotéger sans tutelle. Au 25e kilomètre, le vent porta l'odeur du métal brûlé. Une carcasse civile bloquait la voie, fumante, marquée par une explosion ancienne. Lynx ordonna l'arrêt. 2 ingénieurs descendirent, sondèrent la terre, trouvèrent les restes d'un détonateur artisanal. Contrôle, neutralisation, redémarrage. À chaque danger effacé, la discipline tenait lieu de courage. Un soldat chuchota, « La route respire ». Cette phrase circula de camion en camion, puis devint le mot d'ordre. À 50 kilomètres, la fatigue s'installa. Les hommes dormaient par fragments, se relayant au volant. Les radios grésillaient d'ordre court. Distance 20 mètres, surveillance, flanc gauche. Chaque mot comptait, car tout écho inutile risquait d'attirer la mort. En milieu d'après-midi, 2 silhouettes apparurent au loin. Le convoi s'immobilisa, armes prêtes. Ce n'étaient pas des ennemis, mais des villageois portant des jarreaux. Ils annonçaient que les insurgés avaient reculé, redoutant la réputation du bataillon. La peur avait changé de camp. À la tombée du jour, le convoi établit un campement près d'un ancien lit de rivière. Les hommes mangèrent à la hâte, nettoyèrent leurs armes, puis s'étendirent dans un silence lourd. La nuit tomba comme un mur. Un mur. C'est alors que les premières ombres bougèrent sur les collines. Des lumières vacillaient, trop régulières pour être des feux. « Mouvement suspect, nord-est », signala la sentinelle. Lynx consulta le drone thermique. Une douzaine de signatures humaines se rapprochaient. « Position défensive !» cria-t-il. Les fusillades éclatèrent soudain, sèches, brèves, comme une pluie d'étincelles dans le noir. Pendant 17 minutes, le désert devint un champ de tonnerre. Les hommes de la BAR 19 tenaient la ligne, précis, méthodique. Pas d'hystérie, pas de panique. Lynx circulait d'un abri à l'autre, ordonnant des tirs ajustés. Une grenade explosa près d'un camion médical. Sans réfléchir, il bondit, tira un blessé à couvert. Le souffle souleva le sable. L'éclairage rougeoya. Quand le silence revint, les insurgés avaient disparu. Aucun mort, aucun camion perdu, seulement la certitude d'avoir traversé le pire.
Cette nuit-là, les soldats ne dormaient pas. Ils savaient qu'ils avaient tenu leur promesse. La route vivait encore. Et quelque part dans la capitale, Ibrahim Traoré comprit que cette victoire silencieuse marquait le point de bascule d'un pays entier. La deuxième journée de la marche de feu commença avant l'aube, quand les moteurs rugirent dans la poussière. Le soleil n'était pas encore levé que déjà la chaleur montait à plus de 40 degrés. Chaque visage luisait de sable et de sueur. C'est alors qu'apparurent les chiffres qui allaient résumer la mission. Premier dernier indicateur. 5 engins explosifs improvisés désamorcés sur 90 km. Pas un seul véhicule perdu, pas une seule victime. Une statistique qui, dans cette région, relevait du miracle. Pour Ibrahim Traoré, ce chiffre valait manifeste. Il démontrait la solidité d'un entraînement purement national, bâti sans instructeurs étrangers. Deuxième donnée, 100 camions et plus de 600 soldats engagés, mais seulement 12 blessés légers à l'arrivée, s'y-driver. Cela signifiait une coordination parfaite entre unités, conducteurs, éclaireurs, démineurs et infanterie se relayaient selon un cycle précis de 20 km, comme un mécanisme d'horlogerie. Troisième élément, 60 000 civils reconnectés à la logistique vitale, eau, soins, nourriture, en moins de 72 heures. Or, ces chiffres, relayés par les radios régionales, devinrent l'argument le plus puissant du gouvernement. La doctrine de la sécurité par corridor n'était plus une théorie, mais un modèle reproductible. Les chiffres racontaient aussi la fatigue. Les soldats dormaient par tranches de 15 minutes, dos contre roue, fusil sur la poitrine. Le moindre bruit de métal les réveillait. Pourtant, la cadence ne fléchit jamais. À chaque arrêt, Lynx consultait la carte thermique, redistribuait les véhicules, puis reprenait la route à 25 km/h, vitesse constante. Les rapports d'observation signalèrent plus de 40 incidents neutralisés sans tir. Cela signifiait que la discipline avait remplacé la peur, que la patience valait mieux que la brutalité. Les analystes de Ouagadougou comparèrent ces résultats aux opérations précédentes, où chaque avancée coûtait en moyenne 2 vies pour 10 km. Ici, la statistique tomba à 0. Le contraste frappa l'opinion. En appliquant la méthode Traoré, l'armée burkinabé avait réduit les pertes de 100%. Les journaux étrangers parlèrent de miracles tactiques. Mais dans les bases du Sahel, les officiers savaient, c'était une victoire de méthode, pas de chance. Dans un rapport confidentiel, le ministère de la Défense nota « La clé du succès réside dans la symbiose entre civils et militaires. Là où l'armée a écouté, la population a guidé. » En chiffres, cela signifiait une participation de 330 villageois à la sécurisation des points d'eau et des zones de repos. Dans ces coopérations modestes, se dessinait l'équation que Ibrahim Traoré voulait graver. Souveraineté, confiance, plus mobilité, plus communauté. Ainsi, derrière les statistiques, c'est tout un pays qui recommençait à compter, à mesurer, à croire. Le succès de la route Bogan-Mani suscita aussitôt le débat. Deux visions s'opposaient, les partisans de la doctrine Traoré et ceux qui craignaient qu'elle n'engendre un isolement dangereux. Les premiers avançaient une évidence. Pour la première fois depuis 10 ans, un corridor entier avait été sécurisé sans appui étranger. L'État avait prouvé sa capacité à protéger son peuple en rompant avec la dépendance militaire envers les puissances extérieures. Leur argument tenait en un chiffre, 0 perte humaine sur un itinéraire, où, auparavant, chaque tentative se soldait par des dizaines de morts. Ils y voyaient la confirmation d'une révolution conceptuelle, la souveraineté par la mobilité, la victoire par la méthode, plutôt que par la force brute. Les seconds, plus sceptiques, mettaient en garde contre l'euphorie. « Une route ne fait pas une paix », disaient-ils. Il rappelait donc que les groupes armés restaient actifs à quelques dizaines de kilomètres seulement, que la stabilité demeurait précaire. Selon eux, trop miser sur les corridors risquait de concentrer les ressources sur les axes visibles et de négliger les périphéries invisibles. Ils redoutaient que la doctrine devienne prisonnière de son propre succès.
Un modèle efficace, localement, mais impossible à étendre sans soutien international. Entre ces deux camps, Ibrahim Traoré demeurait imperturbable. Il ne niait pas les risques, mais répondait par la cohérence. Nous n'avons pas choisi la solitude, nous avons choisi la responsabilité. Son raisonnement reposait sur une conviction simple. Une armée qui protège doit d'abord comprendre, non obéir. Les opérations de corridor, répétées dans d'autres provinces, visaient moins à contrôler le territoire qu'à reconstruire le lien entre population et État. Les faits tranchèrent provisoirement. À chaque nouveau convoi, les attaques diminuaient. La peur reculait, même là où l'armée n'était pas encore arrivée. Ce paradoxe confirma la logique du fondateur de la doctrine. En rendant la confiance mobile, on déplace la guerre elle-même. Ainsi, le débat se poursuivit. Mais les résultats, eux, marchaient à la vitesse des camions de la barre 19. Le mouvement, c'est la victoire. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'un briefing nocturne, résumait tout le changement en cours. Jusque-là, le pays mesurait sa sécurité en kilomètres de territoire repris. Désormais, il la mesurait en route vivante, en village réintégré dans le flux national. Le point médian de la mission sur la route Bogon-Mani marqua cette bascule. Pour la première fois depuis des années, les convois circulaient jour et nuit sans escorte étrangère. Les soldats locaux réglaient seuls la cadence, déminaient, distribuaient, communiquaient. Et dans les villages, les habitants voyaient leurs enfants jouer au bord de la route sans se cacher. Ce simple geste valait plus que 100 discours. À Ouagadougou, les analystes parlaient déjà d'un miracle logistique. Mais Traoré corrigeait. Ce n'est pas un miracle. C'est la preuve qu'un peuple qui avance ensemble devient imprenable. Ainsi, le corridor n'était plus une ligne de guerre. Il devenait un lien de mémoire. Chaque moteur, chaque pas, chaque sourire jeté au passage cimentait l'idée d'un État qui revenait par la route. Le cœur du Burkina Faso battait à nouveau, au rythme des roues et de la volonté. Lorsque la colonne Bière 19 atteignit enfin Mani, le soleil couchant embrasait le ciel comme une mer de cuivre. Les camions entraient lentement dans la ville, moteurs gémissants, blindages recouverts de poussière rouge. Les habitants, d'abord figés, s'approchèrent. Des femmes tombèrent à genoux, des enfants agitèrent des tissus blancs, des vieillards pleuraient. Le silence céda la place à une clameur. Le pays revenait. Le maire, tremblant, salua les soldats. Nous pensions que l'État nous avait oubliés. Le capitaine Lynx ôta son casque, répondit calmement. Nous n'oublions jamais. Nous retrouvons seulement notre chemin. Cette phrase, reprise par les radios locales, devint l'écho d'une renaissance collective. Les conséquences furent immédiates. Pour la nation, l'opération marqua la preuve qu'une armée souveraine pouvait libérer sans détruire. En moins d'une semaine, les routes secondaires furent rouvertes. Les écoles reprirent leurs cours. Les marchés regagnèrent confiance. Le gouvernement lança 3 nouveaux corridors selon le même modèle, scellant la doctrine Traoré comme pilier stratégique. Pour les entreprises, la circulation reprit. Transporteurs, artisans, agriculteurs purent de nouveau vendre, acheter, échanger. Le carburant atteignit les provinces enclavées. Les prix chutèrent de 30%, stimulant la production locale. Les radios parlaient d'un redémarrage silencieux. Pour les civils, la transformation fut plus profonde encore. Le retour des convois signifiait la fin des famines ponctuelles. Des dispensaires furent réalimentés, des enfants soignés. Les habitants qui avaient fui revinrent, retrouvant leur maison, parfois seulement des murs, mais un début de futur. Un vieil instituteur déclara « La route n'a pas ramené seulement les soldats, elle a ramené notre dignité. » Pour la région, l'impact dépassa les frontières. Le Niger, le Mali et le Togo envoyèrent des observateurs pour étudier la méthode. À Addis Abeba, un délégué de l'Union africaine salua. Une stratégie née d'Afrique pour l'Afrique. Les chancelleries d'Ouaris occidentales, surprises, se contentèrent d'analyser les chiffres.
60 000 civils reconnectés, 5 bombes désamorcées, 0 perte humaine. La leçon s'imposait. La stabilité pouvait venir du courage local, non de l'assistance étrangère. Ainsi, la route Bogand-Mani devint symbole. Dans chaque village, on récitait le nom d'Ibrahim Traoré comme on évoque un principe. Non, un chef. Celui qui avait transformé la peur en mouvement. Et partout, les moteurs remplaçaient les tirs. Preuve tangible qu'un pays, en reprenant ses routes, reprenait son destin. 6 mois après la réouverture du corridor Bogen-Mani, Ibrahim Traoré fit ce qu'aucun dirigeant burkinabé n'avait osé depuis des décennies. Publier 3 scénarios prospectifs, lucides, sans propagande. Il voulait que la nation apprenne à penser en horizon, pas seulement en urgence. Scénario de base. La stabilité demeure fragile, mais fonctionnelle. Les convois circulent régulièrement. Les marchés se restructurent. Les villages coopèrent avec l'armée. La doctrine sécurité par corridor devient une politique d'État, adossée à des statistiques précises. Densité de trafic, volume livré, incidents neutralisés. L'économie locale croît de 2,5%, portée par les échanges interrégionaux. Scénario optimiste. La méthode s'étend aux axes d'Origorma et Djibo-Ouahigouya. L'Union africaine reconnaît officiellement le modèle burkinabé comme laboratoire régional. Les pays voisins harmonisent leurs corridors transfrontaliers. Les exportations agricoles doublent, la diaspora revient investir. Dans ce cas, le Burkina deviendrait pôle logistique du Sahel et modèle d'autonomie sécuritaire. Scénario pessimiste. Un effritement des ressources ou un retour des attaques pourrait inverser la tendance. Si les routes OSST ne sont plus entretenues, si la coordination civilo-militaire s'affaiblit, la peur renaîtra plus vite que la poussière ne retombe. Traoré avertit. Si nous cessons d'avancer, nous recommencerons à nous cacher. Cette phrase, simple et brutale, devint le mantra des troupes. Entre ces 3 futurs, la ligne de crête reste claire. La souveraineté n'est pas un État, mais une discipline. Pour durer, le modèle exige constance, contrôle, mémoire. D'où la création d'un comité de suivi mensuel chargé d'évaluer chaque corridor selon 4 critères. Mobilité, sécurité, confiance, production. Traoré conclut son allocution par une invitation au réalisme. Si le miracle existe, il se mesure en kilomètres entretenus. Ainsi, la doctrine cessait d'être militaire. Elle devenait culturelle. Maintenir le mouvement comme preuve de vie. Le Burkina Faso, encore meurtri mais lucide, entrait dans une phase nouvelle, celle où l'avenir se planifie non par la peur, mais par la prévoyance. Les images de la route Bogon-Mani se répandirent comme une onde. Sur les réseaux, dans les radios communautaires, dans les marchés poussiéreux, chacun voulait raconter ce qu'il avait vu. Des camions couverts de boue, des soldats épuisés, des enfants courant derrière, eux en riant. Le récit cessa d'être militaire. Il devint collectif. Ibrahim Traoré insista. Ce que nous avons reconquis, ce n'est pas du terrain, c'est la confiance. Cette phrase, reprise partout, lia l'émotion à la politique. 3 groupes réagirent par les sons avec intensité. Chez les jeunes, d'abord, un sentiment nouveau s'installa, celui de pouvoir participer à une histoire utile. Des volontaires affluèrent vers les centres de formation civique et technique créés dans les villages libérés. Certains voulaient apprendre à réparer, d'autres à enseigner, beaucoup simplement à servir. Chez les mères, la route devint un symbole intime. Elle disait « Nos fils peuvent marcher sans se cacher ». Le retour du commerce signifiait aussi la fin de l'attente, la possibilité de nourrir, de soigner, de prévoir. Enfin, chez les anciens, le changement prit la forme d'un apaisement. Ils voyaient revenir des traditions oubliées, le marché du jeudi, les salutations du soir, la musique au bord des puits. Ces réactions, modestes mais concrètes,
formait la preuve que la doctrine Traoré dépassait l'armée. Elle touchait la société. L'espoir cessait d'être un mot. Il devenait une pratique quotidienne. Et quand la nuit tombait sur les plaines de Serba, on entendait parfois, porté par le vent, un refrain improvisé. La route vit, et nous aussi. Ce chant, fragile mais vrai, suffisait à rappeler que la victoire la plus rare n'est pas celle du combat, mais celle du lien retrouvé. Après la victoire du corridor Bogan-Mani, Ibrahim Traoré exigea que l'émotion cède la place à la méthode. Ce que nous avons fait une fois, nous devons pouvoir le refaire 100 fois, déclara-t-il. De cette injonction naquit une feuille de route en 5 étapes, destinée à transformer l'exploit en politique durable. D'abord, la formation. Chaque bataillon devait intégrer une cellule civilo-militaire chargée d'enseigner la coordination entre soldats, ingénieurs et habitants. Cette fusion, issue de l'expérience de la barre 19, constituait le cœur de la doctrine. Ensuite, la maintenance. Les routes libérées devaient être inspectées toutes les 2 semaines par des équipes mixtes accompagnées de civils rémunérés localement. Objectif: prévenir avant de réparer. Puis, la communication. Des radios de proximité diffusèrent des bulletins logistiques et des messages d'alerte. Le but n'était pas la propagande, mais la transparence. Faire comprendre que la sécurité se construit à ciel ouvert. Après cela, la mesure. Les ministères établirent un indice de mobilité nationale, combinant trafic, incidents, délais de livraison et perception citoyenne. Ce tableau de bord, public, permit de rendre visible la souveraineté. Enfin, la pérennisation. Traoré souhaitait qu'à terme, chaque région dispose de son propre corridor vital, entretenu par la population elle-même. Ce modèle inspirait des solidarités villageoises liées défense et développement. Dans cette logique, la souveraineté cessait d'être un concept pour devenir un calendrier. Chaque route, chaque pont, chaque école réouverte était une victoire mesurable. Et fidèle à son principe, Ibrahim Traoré conclut: une nation se reconstruit en avançant, pas en attendant qu'on la relève. Le lendemain de la traversée, au lever du jour, le capitaine Lynx revint sur la route. Le vent avait effacé les traces de pneus, mais pas la mémoire du passage. Il s'arrêta près du vieux puits qu'ils avaient réparé et écouta le bruit régulier de l'eau. Dans ce son tranquille, il entendait la preuve que la guerre pouvait, parfois, rendre la vie. Un enfant s'approcha, tenant dans ses mains un petit camion en bois. C'était le même garçon qui, la veille, avait demandé: « Es-tu l'homme qui rend les routes vivantes ?» Lynx sourit, répondit doucement: « Non, petit, je ne fais que m'assurer qu'elles restent ouvertes. » Derrière cette phrase résonnait l'esprit d'Ibrahim Traoré, celui qui voyait dans chaque route réparée une promesse tenue, dans chaque moteur rallumé une dignité rendue. Le pays tout entier retenait son souffle, comme si le silence d'avant-guerre laissait enfin place à un murmure de normalité. La route Bogan-Mani n'était plus une ligne de mort. Elle était devenue le pouls d'un peuple, Et dans la lumière pâle du matin, on comprit que le courage, au Burkina Faso, ne se mesure pas au bruit des armes, mais à la persévérance de ceux qui avancent ensemble. Aujourd'hui, la route Bogan-Mani n'est plus seulement un souvenir de guerre, c'est un symbole vivant, celui d'un peuple qui a refusé la peur et choisi le mouvement. Ibrahim Traoré répète souvent que la souveraineté commence là où la résignation finit. Dans chaque village traversé, cette phrase s'est transformée en habitude. Réparer avant de fuir, partager avant de douter. Mais la question demeure, adressée à chacun: que faisons-nous, nous, quand la route devant nous semble trop longue? Attendons-nous qu'on vienne l'ouvrir, ou prenons-nous nos outils, nos mains, notre volonté pour tracer un passage? Le Burkina Faso a montré qu'une nation pouvait renaître par le courage ordinaire de ses citoyens. Et si ce principe s'appliquait ailleurs, dans nos rues, nos institutions, nos consciences? La route Bogan-Mani continue, invisible mais réelle, dans l'esprit de ceux qui marchent sans garantie,
seulement avec la certitude qu'avancer ensemble vaut toujours mieux que reculer séparément.